Je suis très très heureux de recevoir Aklit Adjer. Très vite, je vais présenter deux, trois petites choses, qui est que vous êtes romancier, vous êtes scénariste, vous avez publié une quinzaine de romans, vous avez écrit beaucoup de scénarios pour la télévision, notamment des Maigret, que tout le monde connaît ici. Et voilà, vos romans traitent de quête identitaire, de l'inscription de personnages dans une histoire ou dans l'histoire. Et celui-ci ne fait pas défaut d'audace et de liberté. Nous place dans une période qui est relativement peu explorée dans le roman. On est dans... Si la plage... du roman est entre les années 30 et les années 50. On a une focalisation à partir de 1947 jusque dans les années 50, peut-être 54. Et on est à un moment où un personnage qui pourrait être le premier homme, qui s'appelle Adam, fait le point sur sa vie et subit un certain nombre d'épreuves pour lesquelles il faut être très très bien accroché pour pouvoir les supporter. Tout ça pour aboutir à la remarque que lui envoie celle qui aura été un temps sa compagne et qui lui écrit « Il n'y a pas de place pour deux rêves dans le même lit ». J'aimerais bien qu'on parle un peu de ces rêves, si vous le voulez bien. Bon, je vais parler des rêves, mais avant de vous parler d'audace et de liberté, en fait, ça s'inscrit dans une trilogie. Ça, faut le savoir. Le premier s'appelle D'amour et de guerre, qui raconte l'histoire donc d'Adam qu'on retrouve dans d'Audace et de liberté. C'est un jeune soldat enrôlé de force pour la Seconde Guerre mondiale et qui va connaître les affres de la guerre, mais en étant un soldat de la coloniale, c'est-à-dire que moins qu'un soldat de la métropole. Et il va connaître... il pensait que la colonie, c'était l'enfer. Il va s'apercevoir qu'il y a un autre enfer et peut-être sans doute plus grave. Parce qu'il va être prisonnier dans un stalag en France, c'est-à-dire un camp de travail réservé aux soldats coloniaux. Parce qu'en 1940, l'armée française, c'était la débâcle et les Allemands ne voulaient pas emmener tous ces prisonniers issus des colonies, c'est-à-dire l'Afrique du Nord, l'Afrique noire, même les Antilles, la Réunion. Donc on les a parqués dans des camps de travail où ils subissaient évidemment l'humiliation d'être des moins que rien. Et je dirais que le scandale du scandale, c'est que comme on était en pleine guerre, les Allemands ne voulaient pas les garder. Ils ont donné à garder à des prisonniers français. C'est-à-dire que les gens qui les avaient plongés dans ce chaos, d'un seul coup, devenaient leurs geôliers. Donc je raconte cette histoire de ce jeune homme qui part avec un enrôlé de force aussi, avec un copain juif de son village. Et ils sont tous les deux enrôlés dans cette guerre et ils vont connaître... Et surtout, ils vont découvrir que la France, et finalement, ce n'était pas l'empire indéboulonnable qu'ils s'imaginaient. Ils ont traversé Paris, ils ont vu Paris occupé avec des croix gammées et tout. Ils se sont dit... peut-être qu'un jour, nous aussi, on peut être libre. Je veux dire libre dans le sens indépendant. Et donc, je raconte tout ce périple de ces jeunes gens enrôlés de force. Et donc, on en vient à d'Audace et de liberté, qui est la deuxième partie de ce roman, de cette trilogie. Et donc, qui raconte effectivement, comme vous le disiez, une période qui n'est pas souvent traitée dans les romans, c'est-à-dire l'entre-deux-guerres. C'est-à-dire l'entre-deux-guerres, pour moi, c'est entre la Seconde Guerre mondiale et la guerre d'Algérie. Moi, c'est entre deux guerres, pour moi. C'est comme ça que je me situe géographiquement. Et donc... Oui, vous vouliez dire quelque chose? Donc, bon, il s'est passé des événements majeurs, justement, l'après-guerre, c'est-à-dire que un juif en 1945, il ne voyait pas la France de la même manière qu'en 1939. Évidemment, il avait subi tout ce qu'on sait, hein, la collaboration, il avait subi puis la déportation en Allemagne avec le funeste destin qu'on connaît pour tous. Et donc, ce qui a bouleversé l'histoire du monde, c'est l'histoire du monde. Ça n'a pas bouleversé que les gens, ça n'a pas changé que les gens, ça a aussi changé la géographie du monde. Et c'est ça qui est au moins aussi important, bien qu'on soit très important, mais je veux dire, la géographie, c'est aussi un bouleversement dans les têtes. Et donc, il y a eu les conséquences de la Seconde Guerre mondiale, c'est la création de l'État d'Israël.
avec les convulsions qu'on connaît encore aujourd'hui. Et puis les premiers mouvements anticolonialistes, c'est-à-dire indépendantistes, on avait eu l'Indochine et l'Algérie ensuite. Donc en fait c'est le déclin de l'empire français. D'ailleurs tous les empires ont commencé à se déliter à ce moment-là, alors plus ou moins violemment, c'est-à-dire que les Anglais c'était moins violemment parce qu'il y a moins de colonies au sens colonies de peuplement, et l'Indochine c'était très violent, et l'Algérie c'était très très violent. Madagascar, le Cameroun, enfin voilà, ça, la litanie, elle est monstrueuse. Voilà. Il y a des cadavres d'Angleterre partout. L'écroulement de l'empire, quoi. Et qui dit écroulement de l'empire, évidemment, dit écroulement des richesses, parce que l'essentiel des richesses de la France venait de l'empire colonial. Et donc mes deux personnages s'inscrivent dans cette histoire. Donc Adam, pour dire les choses comme elles sont, parce que c'est comme ça qu'on prononce en fait. Je ne sais pas pourquoi on dit Adam, mais son pronom c'est Adam. Donc, Adam s'était pris d'une jeune femme qui est juive, qu'il avait connue donc, dans le précédent tome. Donc c'est pour ça qu'il y a une suite. On n'a pas l'impression qu'elle tombe du ciel comme ça. Et son père, elle considère que, on croit que son père est mort dans les camps, quoi. Sauf qu'il y a quelque chose qui... Parce qu'un roman, c'est quand même Il était une fois. Ça, faut savoir. Je ne suis pas prof d'histoire. Je ne suis pas là pour donner des leçons d'histoire. Et j'ai ma morale propre. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais elle s'inscrit dans une fiction. D'ailleurs, dans la fiction, on peut faire passer beaucoup plus de force parce qu'on fait passer et les sentiments, et dans les sentiments, évidemment, il y a les contradictions du personnage, etc. Si je peux me permettre, la fiction est très efficace parce qu'on ne s'y attend pas à cette histoire. Oui. Cette sortie du camp, à cette réapparition du personnage. Bah, c'est arrivé beaucoup, vous savez. Je sais. Ah bon. Donc c'est arrivé nombre de fois. Et il y a eu ce bouleversement à la Panque, son père donc, n'a pas voulu revenir en France, comme beaucoup de juifs qui ont été libérés des camps. Et ce qu'on apprend, c'est qu'on pense que c'est les Occidentaux au sens européen du terme, qui ont libéré tous les camps, mais c'est faux. Il y a les Russes, les Soviétiques ont libéré énormément de camps, ça il faut le savoir. Ils sont passés dans le coin sombre de l'histoire parce que c'est des Russes et c'est des Soviétiques, mais ils ont fait le travail, comme on dit aujourd'hui. Et donc, beaucoup de Juifs ne voulaient pas retourner, évidemment, en Allemagne, ça on peut le comprendre. En France, on peut le comprendre quand on sait la collaboration, on connaît toute l'histoire de Rancière et tout. Donc beaucoup sont partis aux États-Unis. Et puis après, pardon ? Au Canada aussi. Au Canada, et puis il y a eu il y en a qui ont voulu partir en Palestine, ce qui était la Palestine de l'époque. Donc là, c'est avant la partition. Et donc, elle reçoit une lettre de son père. Et évidemment, ça change sa vie. Parce que d'une part, je ne vais pas vous raconter tout le roman, mais elle le croit mort, et il n'est pas mort en fait. Et parce que là, on est face à un dilemme, j'allais dire, quasi mémoriel. Est-ce que son histoire du lendemain, elle va s'inscrire dans un pays qu'elle ne connaît pas, où elle n'a aucune racine, si ce n'est biblique, où il y a 2000 ans, 3000 ans, ou est-ce que son pays, c'est où elle est née, où elle a son histoire familiale, où ses parents, soit sa mère est enterrée, où elle a sa culture, c'est un vrai dilemme. Donc la question se pose dans le roman, et s'agissant d'Adam, son amoureux, en fait, lui, il n'a aucune envie de vivre en Palestine. Lui, il a un combat à mener, c'est d'essayer essayer de mener son peuple. Son peuple, c'est un peu ambitieux, mais je veux dire, au moins les gens qui l'entourent, essayer de leur faire comprendre le sens d'abord d'un combat intellectuel, mais en fait, il a en face de lui intellectuels, des gens, des ouvriers qui ne maîtrisent pas tout la dimension du combat à mener à cette époque. Donc, alors, il leur apprend des choses simples. Il leur apprend à ceux qui savent lire à lire des poèmes sur la liberté. Qu'est-ce que c'est que la liberté ? Est-ce qu'on est libre quand on est indépendant ? Ça, c'est une question. Ou est-ce que la liberté a des limites ? Il y a cette très belle relation avec l'ouvrier, oui, qui est complètement dépenaillé, qui a des conditions de vie infrahumaines, littéralement,
qui est surexploité et qui va peu à peu acquérir un savoir et qui va, on peut le dévoiler cette histoire, qui va rentrer chez lui pour apprendre à lire et à écrire à ses enfants. Voilà. C'est absolument magnifique cette histoire. En fait, c'était de l'autre beaucoup. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait... Adam, c'est pas un intellectuel, mais c'est quelqu'un qui sait lire et qui s'est cultivé tout seul. Il a lu tous les bouquins sur la Révolution française, il connaît Orwell. Donc La ferme des animaux, c'est pas rien. Oui. En fait, quand on lit La ferme des animaux, on a compris la nature humaine, hein, la vérité. Tout est dans ce livre sur la nature humaine. Donc, il découvre, il apprend à ces gens, donc à ce Mohamed, à lire, à écrire, parce qu'il lui dit, si tu veux être libre, si tu ne sais pas lire, tu ne seras jamais libre, puisque tu seras toujours dépendant des autres. Et donc, il va apprendre à lire un poème d'Éluard, et Mohamed, qui a du mal à lire, il lui dit, mais pour être libre, il faut que je lise tout le poème. Il lui dit, tant que tu n'auras pas appris tout le poème, tu ne seras pas libre. Il faut lire tous les poèmes pour être libre. Voilà. C'est assez extraordinaire. Enfin, ces scènes-là, parce que le personnage d'Adam est aussi un grand vecteur de culture, naturellement, auprès des gens qui sont autour de lui, qui vivent avec lui, ou qui même le rejettent, puisqu'il y a un personnage à la fin qui est extrêmement intéressant, qui est le personnage de l'inspecteur de police. Ah voilà, parce qu'en fait, c'est pour ça que c'est bien la fiction. Pour ça que c'est bien la fiction, c'est que, oui. C'est que vous pouvez ramener l'histoire à partir de gens ordinaires. C'est que donc il dirige une tannerie et donc c'est là qu'il fait le soir ces petites réunions avec ses ouvriers pour leur apprendre comment on va pouvoir devenir indépendant. Et un jour il y a une descente de police évidemment et il se fait, j'allais dire. Oui, il se fait attraper, quoi. Il va au commissariat, il se trouve que le flic qui l'embarque, en fait, c'est un pied noir, quoi. Et en fait, lui, le flic, il rêvait d'être un littéraire, de lire des livres. Et dans la bibliothèque de Mohamed, dans cette tannerie, il y a tout un tas de bouquins. Et il y a la peste. Et le flic, il dit... mais moi, j'aurais aimé, lire beaucoup, apprendre comme vous êtes brillant et tout. Mais restez donc à l'écart de cette révolution, vous occupez pas de ça. Et lui, il dit, mais moi, je fais ce que je veux et mon destin... Moi, si je suis libre et que mes amis en face ne sont pas libres, je ne suis pas libre. Et donc, il lui donne la peste à lire. Et le flic revient et il lui dit, ah, c'est bien, c'est un beau livre et tout. Et Adam lui répond, il dit effectivement c'est un beau livre, mais quand on le lit, en fait c'est tout à fait le regard colonial qu'on a sur ce pays. C'est-à-dire que l'histoire qu'il raconte dans La Peste, elle pourrait se passer dans n'importe quelle préfecture, à Perpignan, à Montpellier et tout, parce qu'en fait les Arabes, les indigènes, les trucs ne font que de la figuration. Et il dit voilà le vrai rapport colonial. Et c'est ce qui est fort, c'est que enfin, ce qui est fort, je dis c'est fort pour moi, mais c'est qu'en fait, ce flic n'a pas lu Camus, et en fait, on a le regard de Camus sur cette histoire, parce que avec Camus, avec évidemment toute son aura, toute son intelligence, toutes ses fulgurances et tout, ben, quand il écrit des romans, moi je considère que on peut faire de la théorie, on peut faire des essais, on peut raconter des histoires, mais ça reste froid. Et l'âme de l'auteur, elle transparaît dans ses romans. Et quand Camus écrit La Peste, c'est la vision qu'il a, lui, de l'Algérie. C'est-à-dire... Pardon ? Oui, tout à fait. Moi, c'est ça. Oui. Et quand il écrit L'étranger, c'est un grand livre. Pour moi, c'est pas le plus grand livre du monde. Hein. Franchement, tout le monde en fait des caisses, mais pas pour moi. Mais c'est aussi la vision qu'il a de l'autre. Bien sûr. L'autre, dans L'étranger, il ne le nomme pas. Et dans La Peste, les Algériens, qu'on ne nomme pas les Algériens, parce qu'à l'époque, on n'appelait pas les Algériens des Algériens, on disait des Arabes, des Kabyles, des Indigènes. Quand ils étaient énervés, on disait les Bicos, les Bougnouls, mais le mot algérien n'existait pas. Alors justement, il y a deux choses, mais malheureusement, on va vite se terminer. Il y a deux choses qui m'ont beaucoup frappé dans votre texte. Les jeunes générations connaissent beaucoup moins ce ressort de la parole raciste telle qu'elle pouvait être proférée naturellement jusqu'il y a
pas très longtemps, les années 70 par exemple. Bon, ensuite, le droit a fait, me semble-t-il, a fait son travail. Je l'ai vécu, et d'une part. Et puis d'autre part, qui n'a absolument rien à voir avec ce que je viens de dire, il y a quelque chose qui est très très intense dans votre roman. Ce sont les paysages. C'est-à-dire que vous faites un vrai travail descriptif. On n'en parle jamais de la description. On parle toujours de l'action, de ce que raconte le roman. Or, l'action, elle a du sens à partir du moment où elle s'inscrit dans des paysages, que ce soit des paysages de la campagne ou des paysages de la ville ou ailleurs. Parce que c'est important. On n'est pas comme ça, ex nihilo, sorti de rien. On est sorti de paysages, de mémoire. Adam, quand il pense à l'Algérie, il ne pense pas à l'Algérie en tant que frontière définie comme ça. Lui, l'Algérie, pour lui, c'est la maison de ses parents, c'est l'olivier. C'est pas grand-chose un olivier, mais pour lui, c'est son histoire, cet olivier. Et quand il peut y revenir, il y revient parce qu'il s'assoit au pied de l'olivier où il y avait son père, comme une sorte de continuité. C'est pour ça que pour moi, les paysages sont aussi le reflet de l'âme des personnages. Vous voyez, par exemple, moi je suis né à Paris. Je suis né à l'hôtel Dieu qui est à 300 mètres de là. C'est-à-dire que si je me penche un peu, je vois la chambre où je suis né. Et quand j'ai ouvert les yeux, c'était devant la cathédrale Notre-Dame. C'est étrange. Eh ben, je suis passé 1000 fois et à chaque fois que je passe devant, ça me fait quelque chose parce que je me dis, voilà. Je suis un vrai parigot, quoi. Autant le reste de la France, ça peut... Oui, c'est beau, mais bon, comme plein de pays, ils sont beaux. Mais quand je passe devant et tout, je me dis, ah putain, quand même, ça va faire 70 balais que je passe devant et tout, c'est incroyable. Et ça me touche. Et en plus, je veux dire, pourquoi ça me touche? Parce que ça me renvoie un peu à mon histoire, mais c'est même pas ça qui est essentiel. C'est que je pense à ma mère qui devait être dans une de ces chambres-là. Vous voyez, à chaque fois, les lieux, ça fait un écho très fort à votre vie, quoi. Merci beaucoup. Voilà, excusez-moi, je me suis un peu attardé, mais... Non, c'est très bien. Merci beaucoup je vous remercie, votre générosité. Je vous invite à aller retrouver M. Tadjer auprès des tables.